Il est 20h48, je voudrais juste qu'on revienne sur cette proposition d'Emmanuel Macron qui s'était prêt à louer des lits pénitentiaires à l'étranger. On n'a pas assez de prisons, on n'a pas assez d'établissements, on ne peut pas en construire à tour de bras. Le chef de l'État imagine effectivement qu'on puisse louer des chambres à des pays étrangers. Alors écoutez, la question. Oui, des chambres, cellules, des cellules, pardon, des... remarquez, on pourrait le faire avec les hôpitaux. Voilà, oui, non, mais vous avez raison, enfin... Je comprends que l'opinion soit divisée. L'opinion est divisée, 52% pour, hein. Parce que c'est tout de même quand même un sacré aveu d'échec d'abord de dire mais on n'a pas les moyens de construire des prisons. Le taux d'occupation des prisons, 133%, avec près de 83 000 détenus pour 62 000 places de prison disponibles. Il y a un problème là. Le problème des prisons n'est pas exactement d'hier matin. Mais bien sûr que non. C'est un problème qu'on a laissé traîner. C'était un problème qui était déjà très grave quand Emmanuel Macron a été élu il y a 8 ans. Oui, c'est vrai. Pour le dire très clairement. Donc on peut pas dire qu'on est pris par surprise et comme dans le même temps l'insécurité, la violence n'a fait qu'augmenter, donc il y a par définition plus de condamnés. Le problème de la surpopulation carcérale, effectivement, est structurel dans notre pays. Il va pas s'arrêter en plus. Philippe Guibert, pour ou contre alors l'allocation de cellules à l'étranger? Je suis embarrassé. Par pragmatisme, je veux bien dire oui, mais sur le fond, je suis heurté par cette proposition. Parce que franchement, je vais le dire familièrement, c'est un peu la honte. C'est un peu la honte de ne pas être capable d'assumer ses problèmes. Un pays, ça doit assumer ses problèmes. Et doit être en capacité de construire des prisons qui puissent accueillir les condamnés dans des conditions décentes. Les deux sont nécessaires. Bien sûr. Et donc de louer des cellules dans les pays limitrophes, pourquoi pas sur une durée courte, pour, si j'ose dire, dépanner, le terme n'est peut-être pas le meilleur, mais ça ne résout pas notre problème et ça remplace pas une politique publique. Et il serait 36 mètres quand même. À la fois pour des raisons, la prison ne peut prévenir la récidive que si les conditions de détention sont correctes. Si vos conditions de détention sont épouvantables, la prévention de la récidive, ce qui est aussi un des rôles de la prison, ne peut pas être assurée. Donc on ne peut pas se défausser de nos problèmes, dont on est seul responsable, en allant louer durablement des cellules en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie. Charles Dornelas, pour ou contre? Non, mais je fais un peu la même réponse que Philippe, en ajoutant au fait que d'abord ça ne peut être que temporaire, que et puis quel pays nous justement il y a quelque chose d'intéressant, c'est que la Norvège l'a fait avec les Pays-Bas par exemple, ils ont loué des cellules de prison. Ça veut dire qu'ils ont été obligés d'aller former, parce qu'on n'y pense pas, mais ils ont dû former des surveillants dans la prison des Pays-Bas au droit juridique norvégien. Parce que quel droit s'applique dans la prison? Vous voyez, ça pose beaucoup de questions et potentiellement une petite usine à gaz avec des formations de surveillants pénitentiaires qu'on n'a déjà pas en France. Sans parler de la question de la langue, qui ne doit pas être simple. Mais c'est ça, il y a vraiment beaucoup de questions. Après, Gérald Darmanin avait déjà esquissé un peu cette idée-là en disant on loue ces places-là pour les détenus étrangers. Vous savez que c'est un quart de nos prisonniers quand même en France qui sont étrangers, de nationalité étrangère. Donc ce serait pour des étrangers en attendant l'expulsion en fin de peine. Donc voilà. Et après, un détenu aujourd'hui en France, il coûte 100 € par jour. Donc peut-être que financièrement ce serait intéressant parce que ça coûterait moins cher. Je sais pas, il y a beaucoup de choses à étudier, donc c'est pour ça que je peux pas vous répondre oui mais en effet si c'est temporaire et qu'il y a des raisons intéressantes de le faire et que c'est faisable par ailleurs, pourquoi pas? J'ai pas d'aversion de principe, mais simplement pour compléter ce que disait Philippe, avec lequel je suis d'accord, c'est que non seulement la surpopulation, la suroccupation, on pourrait dire plutôt suroccupation carcérale empêche le bon détenu, entre guillemets, de se réinsérer et d'avoir l'accompagnement nécessaire et qu'il mérite par son comportement et par le fait qu'il purge sa peine en prison. Mais il y a un autre problème, c'est que et la loi et les magistrats ces dernières années ont été obligés de s'adapter à cette suroccupation et que donc nous avons des gens dangereux qui ne vont pas en prison. Les magistrats, une fois par mois, à peu près, enfin bon, je sais pas si c'est vrai partout, mais de manière mensuelle, ou en tout cas à rythme régulier, reçoivent le taux d'occupation carcérale de leur département et s'adaptent en fonction de ça. C'est clairement une régulation carcérale qui ne dit pas son nom. Et la deuxième chose, c'est que désormais dans notre code pénal, il est inscrit qu'une peine de prison sans sursis doit être l'ultime recours.
Il est donc acté dans notre code pénal. Il faut le savoir parce qu'on dit tout le temps, oui, les magistrats ceci, les magistrats cela. Le code pénal aujourd'hui en France explique que la prison, on doit tout essayer dans le fond, l'arrière-fond des solutions alternatives, etc. Pour avant l'éviter. Enfin, de mettre une peine de prison ferme. Donc, même la loi, au-delà des questions idéologiques des uns et des autres, même la loi s'est adaptée à cette situation. Ouais. Donc, c'est grave pour toute la société. C'est grave, évidemment, pour la prison, parce que au-delà de la question de la réinsertion de ceux qu'on peut et donc qu'on doit réinsérer correctement, c'est aussi un grave problème de sécurité. Les surveillants le savent. Bien quand vous êtes 1 ou 2 surveillants pour 100 personnes, vous risquez gros, surtout quand les prisonniers sont de plus en plus dangereux. Parce que c'est vrai dans la société, c'est évidemment vrai, et peut-être plus encore en prison. Le renseignement, c'est extrêmement compliqué pour le renseignement pénitentiaire, hein, quand vous avez 3 personnes par cellule, et par ailleurs, la contagion du crime. On dit tout le temps, la prison est l'école du crime, surtout si on met 3 personnes dans la même cellule. Exactement. Et comme on a en priorité décidé de mettre les islamistes à 1 par cellule, pour des raisons évidentes justement de risque de contagion, ça aggrave encore un peu plus la question de la suroccupation, puisqu'évidemment quand vous en mettez 1 par cellule à tel endroit, et nous avons un problème avec l'islamisme, ça n'aura échappé à personne, notamment et bien vous en avez 4. Oui, notamment en prison, oui, bien sûr. Notamment en prison, vous en avez 4 dans la cellule d'en face, dont 2 qui sont sur le matelas, et il y a un surveillant qui me disait par ailleurs que quand vous en avez 4, 3 ou 4 dans une même cellule, même ceux qui étaient bons sont obligés de se plier à la règle qui n'est plus dictée par les surveillants, qui n'ont plus la capacité de le faire. Et il me disait, à votre avis, qu'est-ce qui se passe quand vous avez un tel risque sécuritaire dans la prison en raison de la suroccupation ? Eh bien, on est obligé, dans une certaine mesure, d'acheter la paix sociale. Ouais. D'où les activités, d'où les portables sur lesquels on ferme les yeux, d'où la drogue sur laquelle on ferme un peu les yeux en prison, parce que, exactement comme dans certains quartiers, on se dit, ce sera pire si on réagit. Ouais. Donc, et je termine, pardon, mais j'ai fait une interview, pour tout vous dire, de Pierre Marissa, vous savez, qui est le directeur de l'Institut pour la justice, là, qui est dans le JDD demain, à retrouver dans tous vos kiosques, dans tous les bons kiosques de France. Non, mais, et il disait quelque chose de très fort, il disait l'Équateur, aujourd'hui, le pays, est en train de basculer, parce que l'État est complètement défié par le crime organisé, et tout est parti des prisons. Et disait-il, on sous-estime le pouvoir de nuisance de prisons mal gérées, c'est sa phrase. Et il prenait l'exemple de l'Équateur, et que s'est-il passé ces derniers temps en France ? On apprend régulièrement que des crimes sont commandités depuis des cellules de prison. Et deuxièmement, on a les fameuses attaques des droits des prisonniers français contre les surveillants pénitentiaires et contre les prisons ont également été organisées dans une certaine mesure par des personnes qui étaient en prison. Donc on a largement de quoi s'inquiéter, au-delà de la question de la dignité des prisonniers, qui est par ailleurs une question à part entière. Ce qui rejoint ce que vous disiez sur la menace du trafic, qui est existentielle pour notre pays et pour l'autorité de l'État. Et ça veut dire que toute notre politique judiciaire et pénale est déterminée par ce problème des prisons. Absolument. Donc c'est ça la réalité que vous venez de détailler. Mais le problème, c'est que même si, alors non seulement on n'a pas l'argent, mais en plus le temps de construire des établissements pénitentiaires, ça prend du temps. Forcément. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et puis on a besoin de personnel. Personne ne veut endosser ce costume de surveillant pénitentiaire. Franchement, ce sont des héros, ces gens-là. Moi je dis, ce sont des héros du quotidien, mais qui veut supporter, mal rémunéré, et très mal rémunérés, pas considérés. Les surveillants pénitentiaires sont des héros du quotidien. Et les vocations ne naîtront pas à nouveau tant que leur métier n'aura pas repris son sens. Les surveillants pénitentiaires, ils ont au cœur de leur métier la relation avec le prisonnier, qui est parfois compliquée, évidemment, mais cette relation avec le prisonnier, aujourd'hui, c'est absolument impossible. C'est impossible de le faire. Le problème est structurel depuis 15 ans, je peux en témoigner, puisque pour faire des campagnes de recrutement pour l'administration pénitentiaire, c'était il y a 15 ans déjà extrêmement difficile. C'est vrai pour les policiers, c'est vrai pour le personnel médical. Enfin, vous avez raison, mais c'est encore plus difficile et bien plus difficile pour l'administration pénitentiaire. Donc il faut qu'on s'attache à cette politique-là. Et elle doit être une priorité parce que, comme on a essayé de l'expliquer, elle détermine beaucoup de choses. Et donc, dans les priorités budgétaires, il y a des moments où gouverner, c'est choisir, c'est de faire des choix. Mais oui, le problème, c'est que on a l'impression que le bateau prend l'eau. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Que le bateau prend l'eau partout. Donc, on n'a pas d'argent et il faut trouver des solutions. Et il faut qu'on accepte. Alors, c'est peut-être plus facile à dire dans un studio et quand on n'est pas dans la misère, mais il faudra qu'on accepte collectivement de faire des efforts. Des efforts d'économie. Il y a 40 milliards d'euros à trouver. Si on veut trouver les 40 milliards d'euros et être en capacité d'investir, notamment dans les prisons, mais il y a d'autres services publics qui le méritent aussi, il faut qu'on fasse un effort collectif. Notre état social est trop gros par rapport à
à ce qu'on produit. Et on en fait des efforts. Hein. Faut que mais il est trop gros, trop large, sans frontières, il n'y a rien qui va, quoi. Et Michel Barnier a été renversé sur une désindexation des pensions de retraite pendant 6 mois. Donc vous voyez qu'on est, on est loin du compte. Mais sans économie du fonctionnement. Ouais. Pour être tout à fait juste. Bon, merci beaucoup Philippe Guibert, Charlotte Dornelas.